Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler du pacte vert de la Commission européenne avec un invité, Gilles Rivière-Wechstein. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Agriculture et Environnement. On vous connaît pour vos prises de position. Vous avez aussi commis un certain nombre de livres sur le bio, sur le glyphosate, mais également sur l'agribashing. Gilles Rivière, donc je le disais, on va parler de la Commission européenne, du pacte vert. Il y a quelques jours, la Commission européenne a avancé un petit peu dans les réflexions, les axes de développement pour l'agriculture européenne avec notamment 2 points, 2 objectifs, j'ai envie de dire. 25% de terres en bio, ça c'est perspective 2030, et également 50% de réduction de produits phytosanitaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 axes, de ces 2 directions? C'est quelque chose de positif? Alors tout d'abord, il faudrait reprendre l'ensemble du contexte. Une petite clarification, il ne s'agit pas d'une réduction de 50% des produits phytosanitaires. Si vous regardez bien ce qui est écrit, c'est une réduction de 50% des produits phytosanitaires les plus dangereux. Quels sont ceux qui rentrent dans la catégorie dangereux? Puisque c'est uniquement ceux-là qu'on va diminuer de 50%. Et voilà, alors les plus dangereux, vous savez, ça ne donne pas un ordre de la dangerosité minimum, c'est les plus dangereux. Donc honnêtement, cette phrase ne veut rien dire. Donc moi j'adore les objectifs de ce genre-là, dans lesquels on a un chiffre 50%, on se demande d'où il vient, mais bon voilà, et qui ne veut rien dire. D'ailleurs, comme tout le reste de ce Green Deal, j'ai vraiment l'impression, quand vous regardez un petit peu dans le détail, on se demande quelle est la logique derrière ces propos. Je vous prends un exemple très clair. Il s'agit beaucoup dans le Green Deal du coronavirus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut tout faire pour maintenant éviter les nouvelles épidémies de ce genre-là. En fait, le coronavirus a remplacé un petit peu le réchauffement climatique. C'est au nom du coronavirus qu'on va faire toutes les nouvelles réformes. Avant, c'était au nom du réchauffement climatique. Maintenant, c'est le réchauffement climatique plus le coronavirus. Alors, pour le coronavirus, pour éviter les épidémies, la Commission européenne s'engage donc à faire quelque chose pour maintenir plus de biodiversité. Et donc, elle propose de diminuer de 10% les surfaces agricoles pour pouvoir les mettre en biodiversité. Alors, moi, je ne comprends même pas la logique. Peut-être qu'on peut avoir plus de biodiversité en France, mais a priori, j'ai pas l'impression qu'en augmentant la biodiversité en Europe, on va éviter le coronavirus, qui n'est pas, a priori, il n'y a aucun de ce type de virus qui est provenu des champs de betteraves françaises, hein, vous voyez. Donc, si on veut vraiment préserver la biodiversité là où il y en a et là où il y aurait des risques d'épidémie, donc en Chine ou d'autres dans les pays tropicaux, peut-être qu'il faudrait éviter d'importer plus d'aliments et donc produire plus en Europe plutôt que d'importer et de produire moins. Or, toute la logique derrière ce Green Deal, c'est de produire moins. Donc, déjà, on va réduire la surface agricole de 10% en Europe, mais c'est pas tout. Comme vous venez de le dire, on va en plus de ça passer la surface agricole bio de 7% à 25%. Or, vous C'est savez une très bien... mauvaise chose, ça, justement, de passer, Non mais, de développer attendez, davantage avant le de bio? dire si c'est une mauvaise ou une bonne chose, vous savez très bien que la production agricole bio demande plus d'espace pour la même production. Donc la logique, avant de savoir si c'est bien ou pas, soyons clairs, c'est une diminution radicale de la production agricole européenne. Alors qu'on entend partout qu'il faut revenir à une souveraineté européenne alimentaire. Donc on marche sur la tête là quand même. C'est tout à fait, c'est du gros n'importe quoi. Donc on a l'impression que ce sont effectivement des grandes déclarations, tendances, pour faire plaisir à un certain nombre de nos concitoyens qui aujourd'hui, tout le monde jure par le bio, donc si on dit pas qu'il faut faire du bio, bon, on n'est pas on n'est pas à la mode, et donc voilà, on vous dit qu'il faut faire du bio. Donc moi, je trouve tout ça très très ridicule. On a plutôt l'impression d'avoir une copie du programme écologiste ou agricole des écologistes, des gens qui sont tout à fait hors sol et qui ne se rendent pas compte de comment on fait pour nourrir l'Europe. Donc franchement, je suis tout à fait dubitatif de voir ce genre de choses sortir maintenant.
et je dirais pas que ça m'amuse, mais ça m'attriste de voir que finalement, même à l'échelle européenne, on n'a plus de réflexion sur le long terme de ce qu'il faudrait faire pour avoir une agriculture qui soit réellement durable, qui soit au service de nos citoyens pour leur apporter une nourriture, une alimentation saine et accessible à tout le monde. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a dit récemment qu'on aura besoin de tous les modèles d'agriculture classique, traditionnelle, bio et compagnie. Là aussi, c'est du grand n'importe quoi ou après tout, c'est quand même une bonne approche des choses? Non, mais ça, c'est ce qu'il a dit le jour où il a fait son inauguration rue de Varennes. Il a déjà tenu les mêmes propos. Il n'est pas là pour opposer les modèles agricoles. Et là-dedans, il a bien entendu absolument raison. Le problème n'est pas un modèle ou un autre. Il faut tous les modèles agricoles. La question, c'est quel est l'objectif que nous avons pour l'agriculture européenne? Est-ce que c'est un repli vers soi-même? Est-ce que c'est une agriculture qui est qui vise uniquement à faire du haut de gamme et on oublie tout le reste? Est-ce que, voilà. Donc, dire ce qu'il dit là, oui, voilà, il faut un peu de tout le monde pour faire un monde. Oui, écoutez, il faut tout le monde pour faire un monde, il faut toutes les agricultures pour faire l'agriculture. Oui, c'est une banalité extraordinaire. La souveraineté alimentaire, là aussi, c'est un sujet plus que d'actualité. Le terme est vraiment d'actualité. Vous en pensez quoi? Il y a beaucoup d'opinions différentes, divergentes souvent d'ailleurs. Cette souveraineté alimentaire qu'on revendique aujourd'hui, selon vous, c'est quoi? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est visiblement pas le propos de la Commission européenne, puisqu'on va diminuer les surfaces dans tous les sens, et en plus, on veut se priver d'outils de production. Donc, comme vous avez dit, diminuer les pesticides, diminuer les engrais, diminuer ci, diminuer ça. Donc, on n'est pas du tout dans une logique pour aller vers plus de souveraineté alimentaire. Donc là, ça fait bien, c'est chouette de le dire, donc on le dit, mais en tout cas, c'est pas du tout l'objectif qui ressort des propos qui sont avancés par ailleurs. Non, on veut davantage de biodiversité. Mais la biodiversité, à moins que vous ayez envie de manger des coquelicots, je vous en conseille pas parce que c'est plutôt toxique, ça va pas vraiment augmenter la souveraineté alimentaire européenne. Donc non, c'est tout ça. On est vraiment dans le marketing, on est dans l'apparence, mais on n'est pas dans la réalité. Gilles Rivière-Weinstein, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Agriculture et Environnement. Évidemment, on peut vous retrouver aussi sur votre blog, sur vos pages Facebook, Twitter, où on a régulièrement vos avis, vos échos. Merci à vous et à très bientôt sur les clés de l'agriculture. Au revoir. Merci.